Alors c'est parti pour un nouveau point lecture parce que j'ai tellement de livres en retard. Alors on y va, go, on va encore parler de 4 livres. Et on va commencer par un livre fantastique que vous connaissez sans doute. Il s'agit de Carmilla de Sheridan Le Fanu. Alors oui, ça peut paraître surprenant, moi qui suis fan de vampires, je n'avais jamais lu cette œuvre qui est pourtant Alors ça, c'est précurseur au féminin, précursif, c'est chiant ce mot. Bref, vous avez compris. Et qui a été écrite avant le Dracula de Bram Stoker. C'est vrai que dans ma tête, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui je dois l'avouer, le Dracula de Bram Stoker fait référence en matière de vampire. Il est tellement abouti comme roman et je l'aime tellement que voilà. Mais j'étais heureuse de découvrir un roman, enfin un roman, c'est assez court, c'est presque plutôt une nouvelle, qui a été écrite avant et qui commence à donner des éléments hyper intéressants de ce qu'a pu être après le vampire. Alors on est quand même 25 ans avant Dracula, et Sheridan Le Fanu écrit une grosse nouvelle qui déjà met les codes en place. Il y a un aspect sexuel très fort, il y a le fantastique, il y a plein de façons, dans la manière dont c'est écrit, dont les choses sont amenées, très mystérieuses, très sombres, les châteaux, évidemment le décor, l'ambiance, la noirceur, il y a tellement d'éléments qui sont déjà présents qu'on sent bien que, indéniablement, Bram Stoker avait lu ce texte. Une des choses importantes que j'ai lues quand j'ai commencé à lire ce texte, j'avais un petit peu regardé le contexte et les analyses, etc., qui ont été faites, et très vite l'interprétation de l'homosexualité féminine, c'est vraiment ce qui ressort en premier. Évidemment, on le sait, la figure du vampire est éminemment sexuelle, et ça revient dans toutes les œuvres. Mais là, en plus, on a cette histoire entre deux femmes. Donc très clairement, on est sur un texte qui est très novateur, qui est très original, et qui donc va être très important dans l'histoire de la littérature et du vampire. Donc voilà, on a notre héroïne, une jeune femme qui vit avec son père loin de tout, dans un village. Alors déjà, le village est très peu peuplé, mais alors en plus le château est loin de tout. Et donc on est dans une ambiance gothique, et évidemment, inutile de vous le préciser. Donc on est dans le noir, on est dans ce château, tout est très mystérieux, ils vivent seuls. Et un jour, il commence à y avoir des problèmes dans le village, il y a des morts. Et puis une mystérieuse femme arrive avec sa fille, en plein milieu de la nuit. Et elle décide de repartir en laissant sa fille chez ces gens qu'elle vient de croiser au pied de ce château. Et elle leur dit, je reviendrai la chercher. Donc déjà, en lisant ça, pardon, excusez-moi, mais en tant que mère, à ce moment-là, ce postulat m'a posé un vrai problème. Je me suis dit, vampire ou pas vampire, qui fait ça? Qui arrive au beau milieu de nulle part, dit bonjour, oh là là, j'ai crevé un pneu, je change ma roue, je vous laisse ma fille, et je me barre. Non, ça m'a un peu perturbée, je dois dire. Bon, au-delà de la blague, j'ai évidemment adoré ce texte. Mais j'avoue que ce passage, j'ai fait « Ah !» Et donc on va suivre cette héroïne Laura, qui voit débarquer dans sa vie une nouvelle jeune fille qui va être une sorte de compagne de jeu et qui s'appelle Carmilla. Et évidemment Laura elle est super contente parce qu'elle s'enquiquinait un petit peu dans son trou paumé. Et à partir de là, je vous laisse découvrir la suite de l'histoire. Je pense qu'un lecteur de l'époque a dû être extrêmement surpris en lisant ce texte. Alors, je suis pas spécialiste, j'ai pas un recul de dingue, mais je me dis que lire ce texte-là, avant même que Dracula ait été écrit, avant même qu'on connaisse vraiment l'image du vampire, la figure du vampire, c'est vrai que pour nous aujourd'hui le vampire c'est hyper codifié, ça a été tellement galvaudé, voilà, on l'a vu dans les livres, dans les films, dans les bandes dessinées, on en a fait des blagues, la croix, l'ail, voilà, il boit du sang, machin bidule, enfin pour nous, c'est presque devenu un personnage du quotidien. On sait ce que c'est qu'un vampire. Mais à l'époque, je me dis que ça a dû être quand même une sacrée claque, parce que ce texte, il est pas anodin. Il est vraiment très très puissant. Alors pour un lecteur contemporain, l'intrigue, elle ne surprend pas du tout. Évidemment, c'est là que pourrait être une déception pour le lecteur du XXIe siècle. C'est que on n'a pas franchement de surprise. On comprend dès le début ce qui se passe et on n'a pas l'effroi, la peur, les petites montées d'angoisse qu'on pourrait avoir si on n'avait pas déjà les réponses.
mais on a déjà les réponses. Donc c'est vrai que ça change un peu la donne. Heureusement, l'auteur est très fort pour insuffler une ambiance glauque, très, comment dire, très trouble sexuellement, avec plein euh, il y a beaucoup de noirceur et en même temps, il distille de temps en temps un peu de lumière. Il y a une espèce d'ambiguïté permanente qui est vraiment très très bien écrite, très bien décrite et qui fait en fait la richesse du livre. C'est très prégnant dans la relation entre les deux jeunes filles, qui en même temps est très belle, très amicale, plus, et en même temps assez glauque. Parce qu'en fait, elles ne sont pas sur le même plan. Il y en a une des deux qui ne le sait pas, mais elles ne sont pas sur le même plan. Et cette ambiguïté permanente dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller, dont on ne sait pas comment elle se joue, ça rend ce livre hyper bien fait. Personnellement, c'est une lecture que j'ai beaucoup trouvée, que j'ai très appréciée, que j'ai trouvée assez poétique, assez belle. Je l'aurais sans doute beaucoup plus appréciée si je n'avais pas eu connaissance de tous les codes, etc. Ce qui fait que pour moi, lectrice de mon époque, ça perdait du sens. Mais malgré tout, c'est un livre que je conseillerais parce qu'il est court, qu'il est hyper intéressant, qu'il est très très bien écrit, et puis surtout, c'est un de ceux qui a lancé le mythe du vampire, et ça, c'est pas anodin. Donc allez-y, vous pouvez lire Carmilla de Sheridan Le Fanu. Et on enchaîne avec L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Alors c'était ma découverte de cette autrice, dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment chez Flow Books, et elle en dit toujours grand bien, et j'étais impatiente de la lire, et ça a été une très très bonne surprise. Moi sur le polar c'est toujours un peu compliqué, et j'avais peur de tomber sur un truc qui me fait toujours un peu grincer des dents, et en fait sur moi ça a super bien fonctionné, mais vraiment j'ai passé un très bon moment. La lecture est agréable, fluide. Je me suis prise au jeu de l'enquête. J'ai été touchée par l'ambiance, par le côté très comment je pourrais dire, c'est en même temps très sensible dans les relations humaines et en même temps très très dense et très noir dans le côté enquête, d'autant que les morts sont assez violentes et enfin voilà, c'est pas franchement fun. Non pas qu'il y ait des morts fun, je vous l'accorde. Cependant, s'endormir à 80 ans dans son lit me semble beaucoup plus fun que ces morts de jeunes filles. Voilà, donc c'était juste pour dire ça. Et nous allons suivre Emma. Emma, elle est spécialiste... Merde, comment ça s'appelle? Je sais plus. Les gens qui évaluent la valeur des biens. Qui évaluent la valeur. Écoutez, c'est pas ma journée. Hein. Je vais vous dire, là, je rentre de 3 jours, dont 2 jours à Paris en formation. Et j'en reviens et on est mercredi. Heureusement que j'ai pas repris le boulot aujourd'hui. Je suis en vrac. Voilà, je vous raconte ma vie entre 2 phrases. Donc ne m'en voulez pas de dire des conneries du style, voilà. Et donc évidemment, le manoir dans lequel elle va pour évaluer des biens est un truc ultra glauque, dans lequel il y a eu un meurtre dans l'arbre devant, et puis il y a eu des choses bizarres. Et on suit en parallèle un autre personnage qui est une femme, pas une sorte d'ailleurs, une femme de ménage, qui travaillait à une autre époque lorsque le château était encore habité, et là le château est en train d'être vidé pour être vendu. C'est pour ça, d'où l'évaluation des biens. M'en veuillez pas, pitié, m'en veuillez pas. C'est brouillon, je sais. Autour d'Emma et de ce château, qui on va dire sont les 2 personnages principaux, il y en a d'autres. On suit un flic qui raconte l'enquête qu'il mène autour de la mort d'une jeune fille. Il est veuf, enfin sa femme a disparu, donc il est très malheureux. Et il y a des personnages sur l'île aussi. Pardon, je vous ai pas dit. Oh le bordel! L'île de Yule, c'est l'île sur laquelle il y a le château. Et souvent, Emma, elle est logée sur le continent. Donc elle fait les allées-venues en bateau. Elle fait connaissance aussi de la personne qui travaille sur le bateau. Et aussi quelqu'un qui tient un bar-restaurant sur l'île. Une île sur laquelle il n'y a vraiment pas grand-chose. Et voilà, je crois que c'est tout en termes de personnages.
Il y en a peut-être un ou deux autres. Et voilà, ah si, ben, il y a le propriétaire du château qui vend. Voilà. Et au milieu de tout ça, Emma va se retrouver dans une espèce de spirale parce que, on le découvre assez vite, ne vous inquiétez pas, son histoire personnelle fait écho à l'histoire qui se passe, l'histoire du meurtre de cette jeune fille. Donc vous avez plusieurs temporalités. Vous avez l'histoire familiale d'Emma, vous avez l'histoire de cette bonne il y a longtemps, vous avez des meurtres qui ont été irrésolus, et puis vous avez l'histoire du quotidien, d'Emma qui vit son quotidien, qui va et qui vient, qui est censée évaluer des biens, et qui va se retrouver à mener une sorte d'enquête. Voilà. Elle va mener l'enquête pour essayer de comprendre, essayer de deviner, et elle se sent happée par cette histoire. Les meubles lui parlent, et il y a notamment une brosse qu'elle fait tomber, et le manche se casse, et il y a un papier qui en tombe, et il y a marqué quelque chose comme « Je suis prosénière, au secours ». Voilà. Et alors, tout ça mis bout à bout, ça vous donne une histoire. Mais je vous dis même pas. C'est vraiment une bonne histoire qui tient la route. Vous êtes happé d'un bout à l'autre. Et pourquoi vous êtes happé? Ben, c'est simple. L'écrivaine réussit à construire une histoire qui tient la route et en même temps amener des rebondissements permanents. Moi, en tant que lectrice, et lectrice qui est tendance plus ou moins toujours à deviner ce qui va se passer, là, entre sa façon d'écrire, de partir dans tous les sens, les différentes temporalités, etc., je me suis fait berner. Il y a plusieurs twists, mais plusieurs plot twists. Vraiment des trucs, mais costauds, quoi. Vraiment les trucs... parce qu'évidemment, tous ces personnages et toutes ces histoires, à un moment donné, ça va faire schcroum. Et ben, j'ai rien vu venir. Je suis littéralement tombée de ma chaise. Ou tombée de mon lit, en l'occurrence, puisque je lisais dans mon lit. Oh, ah non, mais ce livre... ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. S'il y avait un défaut, je dirais qu'il y a quelques facilités. Notamment dans certains personnages annexes et des personnages un peu caricaturaux. Il y a le copain homo, le flic, il est quand même, il ressemble beaucoup à un flic, la nana qui tient le bar, etc. Voilà, les personnages sont dans l'ensemble un peu stéréotypés. Ce qui en fait une petite faiblesse, et parfois on a des descriptions des choses et ça qui sont un peu clichés. Lorsque vous lisez, vous dites bon, ok, c'est un petit peu facile, voilà. On pourrait dire que la faiblesse du roman se situe là. Mais franchement, si vous n'êtes pas trop à cheval sur ce genre de détails et que vous avez juste envie d'un roman de détente, d'un petit polar qui vous tient en haleine et passer un bon moment, bah écoutez, honnêtement, ce livre, il est parfait, il fait le job. Je vis un enfer en tournant cette vidéo. Je vous montre. Voilà, j'ai mis une jupe alors pas en cuir évidemment, en sky, sur mon fauteuil. À chaque fois que je fais un mouvement, ça fait... Putain, cette vidéo va être longue. J'ai ensuite lu article 353 du Code pénal de Tanguy Viel. Ce roman, je l'avais dans mon collimateur depuis tellement longtemps. Et je pense être passée dans les rayons de ma bibliothèque 10 fois en le voyant traîner ici ou là, en le voyant sur les chariots, en me disant « Ah, je l'ai toujours pas lu. En plus, il est petit !» Et j'arrêtais pas de me dire... Le titre, en fait, m'interpellait. Et un jour, j'avais lu la 4e de couve et je me suis dit « Non, mais il faut absolument que je lise ce roman. » J'ai été... J'avais jamais lu Tanguy Viel, hein, mais c'était vraiment une appétence pour ce titre et la 4e de couve. Juste, voilà, pas d'autre argument, la couve est même pas belle, hein, c'est même pas la couve, c'est juste ça. Et vraiment, j'étais happée, j'avais envie de lire ce livre. Et de vous à moi, ça a été une bonne idée parce que j'ai beaucoup aimé. Donc dans cette histoire, on va suivre Martial. Martial vit en Bretagne, sur une île, non, sur la côte au bord de la mer, je sais plus. Et il vit avec... Alors attendez, comment je vais vous présenter les choses? Faut pas que je dise de conneries. Au début du roman, il est arrêté parce qu'il a balancé d'un bateau un type, et le type est mort. Voilà. Et il se retrouve devant un juge en train d'expliquer pourquoi il a fait ça.
Et il s'avère que ce juge a envie d'écouter son histoire, veut comprendre pourquoi est-ce qu'un jour un mec lambda, normal, marié, un gosse, monte sur un bateau, prend le type et le jette à la flotte et le laisse se noyer. Qui fait ça? Donc il veut comprendre l'histoire. Et à ce moment-là, Martial va nous raconter son histoire, pourquoi il en est arrivé là. Et on va remonter le temps. À un moment donné, on découvre dès le début que le type qui l'a jeté de son bateau, en fait, c'était un promoteur immobilier qui avait envie de construire un grand complexe touristique sur l'île ou la côte. Je crois que c'est une île, hein. Et essayer de donner à cette île un côté très touristique. Donc il avait demandé à la mairie un grand terrain. Et la maison de Martial était à la lisière de ce terrain. Et donc, le promoteur immobilier fait tout raser. Et en fait, tout le monde se dit que c'est une bonne idée. Et Martial aussi se dit que c'est une bonne idée. Et il propose de participer à cette action. Et en échange, il aura un appartement dans ce grand complexe. Donc, il donne toutes ses économies. Il donne le travail d'une vie à ce promoteur immobilier. Et vous vous doutez bien que le promoteur immobilier n'était pas tout à fait blanc-bleu. Je vous en dis pas plus, ça vous laisse assez voir l'idée, ça vous laisse voir la détresse, mais ce qui est magnifique dans ce roman, c'est la façon dont c'est porté, la façon dont c'est amené, la façon dont c'est dit, et donc par derrière la façon dont c'est écrit par Tanguy Viel. Comme on est dans du discours rapporté, on a vraiment une impression d'en même temps d'être en recul, de voir cette scène se jouer entre ce juge et cet homme, et en même temps, on est en empathie, puisqu'il raconte son histoire et que nous aussi on écoute, on est en empathie avec lui, on est au plus proche de l'histoire, et à chaque fois qu'il raconte quelque chose autour de sa femme, de son enfant, de ce qui s'est passé, du maire de la ville, de ce promoteur, tout ça, vous êtes saisi par l'horreur et le cynisme de cette situation. Mais c'est... pour un peu que vous ayez un peu de sensibilité, on ne peut pas rester indifférent. C'est vraiment un livre qui, pour ça, est très intéressant. En plus, ce qui permet... il y a des ressorts narratifs qui sont très forts parce que le fait que cet homme raconte son histoire, ça permet de soulever des éléments d'une façon un peu différente. Par exemple, tout ce qui va être de l'ordre du regard de la société sur cet homme. Voilà, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire? Beaucoup d'analyse sociétale involontaire. C'est juste des apports que Martial met sur sa propre vie, avec cette espèce de recul en disant, voilà, il s'est passé ça, et il vous amène les éléments en disant, il s'est passé ça parce que ça. Moi, je vais vous amener les liens. C'est parce qu'il y a eu ça qu'il y a eu ça. Et il trace ce schéma, et c'est hyper touchant, c'est hyper beau, c'est très bien écrit. C'est un texte court et je vous invite vraiment à le lire. C'est un livre qui touche à la question fondamentale de la justice naturelle qui ne viendra peut-être jamais, ou des injustices qui ne seront jamais réparées. C'est un livre magnifique avec une touche de politique dedans, et vraiment c'est un livre qui m'a touchée. Pour terminer, je vais juste élucider, pour ceux qui ne le savent pas, le sens du titre. C'est quoi donc que cet article 353 du Code de procédure pénale qui permet d'en appeler moins aux preuves qu'à la conscience des juges et jurés de la cour d'assises, en somme, de se fier à son intime conviction. Ça veut dire que comme Tanguy Viel nous met ça en titre tout de suite, il nous fait comprendre que ce juge, dès le début du roman, qui écoute cet homme, il a en son pouvoir ce texte de loi qui lui permet d'absoudre Martial. Et donc, l'enjeu, il est énorme. Martial, lui, n'en a pas conscience, mais nous, lecteurs, avec ce titre, on en a conscience. Donc forcément, quand on lit ce livre, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le juge va être sensible à cette histoire? Est-ce que... Voilà. Très bon titre, très beau texte, à lire. Et enfin, je termine avec un livre qui a été une excellente lecture. Il s'agit des 9 Marie d'Evelyne Hugo, de Tara, je ne sais jamais comment on prononce son nom. Pourquoi je l'appelle Tara en plus?
Je suis désolée pour cette vidéo. Taylor Jenkins Reid. Voilà. Alors, on va suivre Evelyn Hugo. Evelyn Hugo, c'est la star ultime. Elle a un peu de Marilyn Monroe, elle a un peu d'Elizabeth Taylor, elle a un peu de Katharine Hepburn. C'est la star ultime, celle qui a trusté les écrans, le glamour par essence. Voilà, c'est vraiment la star. Elle est maintenant âgée, elle est en fin de vie. Et pour la première fois de sa vie, elle a envie de raconter son histoire, d'expliquer c'est cette Marie, pourquoi c'est cette Marie-là, pourquoi, par exemple, n'a-t-elle pas eu d'enfant, voilà. Toutes ces non-dits, elle va les livrer sur un plateau à une journaliste. Et cette journaliste, c'est Monique Grant. Elle a été choisie par Evelyn Hugo pour être le réceptacle de son discours. Or, il faut savoir que quand vous avez une méga star, imaginez Elizabeth Taylor, qui décide un beau jour, à la fin de sa vie, de raconter toute son histoire, tout le monde se battrait pour être là. Or, Evelyn Hugo dit « Non, mais moi, je ne veux que cette femme. » Or, cette journaliste est une obscure journaliste du web qui vraiment... personne n'aurait choisi ce nom-là. Donc, on sait dès le début qu'il y a un twist. On sait dès le début qu'il y a un mystère. Pourquoi elle choisit cette femme? Donc, quand vous lisez le livre, vous êtes à la fois happé par l'histoire d'Evelyn Hugo et de ses 7 maris, comment on en est arrivé à avoir 7 maris, et pourquoi Monique Grant. J'ai adoré cette lecture. Et là, on va suivre le destin classique d'une star de cinéma qui débute dans les années 50, qui est une jeune fille. Je pense qu'on a déjà tous lu ces histoires-là. On connaît Marilyn Monroe, on connaît tous ces personnages qui ont parfois eu un destin funeste. On connaît de l'exploitation, on connaît tout ça. Et donc, elle va revenir là-dessus, ses histoires d'amour, ses ratages, ses incompréhensions. Parfois, le fait qu'elle était considérée comme étant quelqu'un de dur par les choix qu'elle a fait. Elle vous raconte tout. Le cinéma, voilà, tout y passe. Moi, ça m'a parfaitement séduit. J'ai adoré cette lecture. Et j'attendais avec impatience de savoir. Alors, je n'avais pas découvert le pourquoi du comment. J'étais donc hyper contente. C'est pas un twist de gueudin, mais c'était suffisant pour me satisfaire. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un super roman. En fait, de cette autrice, pour l'instant, je n'avais lu que... Ah, vous savez, allez, aidez-moi. Je sais que vous regardez cette vidéo et vous allez m'aider. Ce livre sur la musique... Daisy Jones and the Six. Merci, je savais que vous sauriez. Merci d'être là. Ouais, donc j'avais lu Daisy Jones and the Six, que j'avais adoré. J'ai adoré aussi la série. Et ça fait un petit moment que je me disais, ah, faut que j'en lise un autre. Quelle bonne idée, je vais en lire d'autres d'elle. Je passe toujours un bon moment. C'est vraiment des lectures qui sont très très bien écrites. Et en même temps, hyper faciles à lire, hyper légères, hyper... voilà. C'est parfait, je trouve, quand on part en voyage, qu'on a envie d'un truc un peu quali, prenant, en même temps pas trop plombant, pas trop lourd. J'avoue que, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir envie d'un polar qui va vous tirer vers le bas. Non, vraiment un super roman, j'ai passé un moment excellent. Et puis le côté féministe en moi parle, évidemment, il y a des grands pans sur ce que c'est que d'être une femme qui veut faire de l'acting, à quel point c'est difficile de vieillir, à quel point on se fait arnaquer, à quel point on doit gruger en permanence, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que dans ces mariages, dans les 7 mariages, il y en a qui sont faux, il y en a qui sont là pour être des mariages d'apparat, on pense à Cary Grant, on pense à Rock Hudson, on pense à plein de gens qui ont été obligés de se marier pour des raisons X ou Y, qui sont vraiment des mauvaises raisons. Et moi, ça me touche, ça me parle. Et je trouve que l'écriture hyper réaliste de cette autrice se prête bien à l'exercice. Et vraiment, je dois dire que j'ai été encore une fois bluffée. Voilà, j'ai fini ce point lecture qui devait être, mais brouillon. Mais ne m'en veuillez pas, je suis pas trop bien aujourd'hui, du coup je panouille un peu, mais je sais que vous me pardonnerez. Même si c'était brouillon, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre des jolis commentaires en bas.
Vous avez le droit de me dire que vous avez trouvé ça super, même si c'était de la merde. Je vous embrasse très très fort et je reviens la semaine prochaine, évidemment, avec une autre vidéo. Ciao!